Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 15 avril 2015. Bienvenue à cette émission et vous qui êtes à la maison, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le dernier rapport de Human Rights Watch sur les droits de l'homme au Mali. Et pour cela, nous avons comme invité Corinne Doukoufa, directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Également invité à cette émission, Drissa Traoré de l'AMDH, Saloum Traoré également, directeur exécutif d'Amnesty International. Je suis Famoussa Sidibé. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Merci également, madame, par téléphone pour la disponibilité. Salim Douara est à la technique. Selon le dernier rapport de Human Rights Watch, les casques bleus de l'ONU ont subi de lourdes pertes, 35 morts et plus de 130 blessés. Les 13 attaques avec au moins 3 morts contre les véhicules humanitaires dans le nord du pays, au moins 34 arrestations arbitraires de la part des forces de sécurité maliennes. Le rapport évoque l'utilisation d'enfants soldats, dont certains âgés à peine de 12 ans, par le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, le Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad, HCUA, et la faction du mouvement arabe de l'Azawad, MAA. Les témoignages du rapport dénudent également 5 cas de vol dans la région de Gao. La particularité de ce rapport, s'il y en a, de Human Rights Watch, c'est peut-être les attaques menées par le groupe qu'il nomme Force de libération du Massina dans la région de Ségou et qui sévit dans certaines villes du centre du pays, notamment à Nampala, Tenenkou, Djoura, Boulkessi, Gati-Lemou et Dorofri. Alors, madame, bonjour, merci d'être des nôtres à cette émission. Vous êtes, je le rappelle, la directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Que dit de plus ce rapport de votre organisation? Oui, bonsoir. D'abord, on est très content d'avoir l'opportunité de partager notre recherche avec vous. D'abord, j'avais fait une mission en février et mars au Mali. J'avais visité à Gao et à Bamako. Et notre recherche, comme toujours, on a travaillé au Mali depuis 2012. Et notre recherche des Human Rights Watch, c'est toujours basée sur le témoignage des témoins et victimes. Donc, cette fois, j'ai parlé avec à peu près 150 témoins et victimes, parmi eux le chauffeur, le commerçant, le berger, le bandit, le détenu, beaucoup de gens. Donc, on a trouvé vraiment deux grandes tendances de violation. D'abord, comme vous venez de citer, c'était la situation dans le nord du pays. On a constaté que 12 ans après l'intervention militaire, la situation est vraiment grave. Il y en avait depuis mai de l'année passée une augmentation très inquiétante des crimes violents commis par le bandit criminel et aussi le groupe armé. Donc, on a constaté vraiment en parlant avec le berger, avec le commerçant, avec le petit commerçant, avec le chauffeur, que vraiment cette violence, cet acte de criminalité avait les conséquences dévastatrices par rapport aux gens. Vraiment, on a constaté que depuis mai, il y en avait une vide dans laquelle les hommes armés font qu'est-ce qu'ils veulent avec absolument aucune inquiétude d'être tenus responsables ou bien enquêtés. Le deuxième axe, la deuxième tendance, si vous venez de citer, c'était le nouvel front, qu'on peut dire, au central, dans la région du Mali, de Ségou et Mopti. Et on a vu que
la plupart des attaques étaient contre l'armée, mais aussi il y en avait 5 personnes qui étaient exécutées pour le membre de ce groupe, subconnu d'être travaillé ou donner l'information à l'armée. Et les gens dans cette zone ont vraiment senti une peur terrible. Et le problème a provoqué la fuite de nombreux représentants du gouvernement local, le chef et aussi. Dernièrement, comme vous avez cité aussi, on avait constaté en réponse de ces attaques que l'armée malienne et les autres forces de l'ordre ont commis certaines violations contre les hommes détenus. On ne peut pas dire que moi-même, j'ai parlé avec 34 hommes qui ont été arrêtés. On ne peut pas dire que les hommes étaient arrêtés arbitrairement parce que l'État a le droit des détenus et d'enquêter les hommes qu'ils pensent qu'ils pouvaient être impliqués dans telle ou telle attaque. Impliqués, exactement. Mais ils n'ont pas le droit de les maltraiter et de les torturer. Et on avait constaté, surtout au Nampala, il y en avait la maltraitance un peu grave. Donc, on a dit aussi, la plupart des hommes arrêtés sont le peuple. Donc, moi-même, j'avais constaté qu'il y en avait 11 hommes qui ont montré le signe physique des mauvais traitements. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour cette introduction sur le contenu du dernier rapport de Human Rights Watch sur les droits de l'homme au Mali. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Saloum Traoré, vous êtes directeur exécutif d'Amnesty International, mais vous endossez également une casquette de plus qui est le coordonnateur, selon le représentant de l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme au Mali. Alors, un avis sur ce dernier rapport de Human Rights Watch. Merci bien, M. Sidibé. Je crois que quand on parcourt le rapport, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses que le rapport dit et surtout beaucoup de choses que nous entendons d'ailleurs les gens dire par-ci et par-là. Je crois que Corinne a rencontré énormément de personnes et ce qu'elle dit dans le rapport, c'est ce qu'on nous rapporte tous les jours d'ailleurs. Et je crois quand même que je ne vais pas déjà commencer à faire l'analyse, mais je dirais que le gouvernement du Mali a beaucoup à faire parce que ce qui se passe actuellement à l'intérieur du pays, surtout au centre du pays, est extrêmement grave. Et c'est des choses qu'on ne peut pas encourager. Il faut que très rapidement, on puisse décourager ces personnes qui ont commencé à agir au centre du pays. On a des problèmes au nord du pays. On en a à Bamako. Et si on doit en avoir au centre, je ne sais pas où est-ce qu'on doit pouvoir dormir en paix. Parce que de toutes les façons... Cette violence s'est transportée dans la capitale également. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais à Bamako. Avec ce qui s'est passé à la terrasse, c'est des menaces graves sur la vie des gens. Et je crois quand même que les Maliens ont droit à pouvoir quand même dormir. Et avec des situations comme ça, il est difficile qu'on puisse dormir tranquille, surtout les pères de famille. Il y a les enfants, il y a les femmes et tout. On ne sait même pas comment faire. Je pense quand même qu'il faut que le gouvernement prenne des dispositions et qu'on change un peu les tactiques. Il faut qu'on change la façon de gérer la sécurité nationale. Alors, nous avons également un représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme, l'AMDH, l'Association malienne de défense des droits de l'homme, donc Drissa Traoré, donc vous êtes son représentant. Alors, dites-nous, quelle réaction est-ce que vous avez aujourd'hui après cette publication du dernier rapport de Human Rights Watch? Merci M. Sidibé, mais bonsoir Corinne. Et je me réjouis d'être là pour effectivement participer à cet important débat. Et plusieurs cas relatés dans les rapports de Human Rights Watch ont été également constatés par nos organisations. Parce qu'il faut reconnaître que sur le terrain, ce n'est pas du tout facile. Nous avons des gens qui travaillent sur le terrain et qui quotidiennement nous relaient des cas effectivement relatifs aux violations graves des droits de l'homme commises par toutes les parties.
Et aussi, nous avons compris que de plus en plus, nous assistons à la recrudescence de l'insécurité dans la plupart des parties du Nord et aussi bien dans la région des Mopti, de même que dans certaines parties de la région de Ségou. Et ce qui est pire dans ces cas, il se trouve que les paisibles citoyens, notamment les populations civiles, se trouvent piégés effectivement entre les différentes parties. Bon, en fait, je veux dire par là que on a constaté que, par exemple, à Tenengu, à Djabali et même aussi à Gao, que les populations civiles payent un lourd tribut à la suite de ces affrontements. Là, il faut reconnaître aussi que depuis mi-mai, comme Corinne l'a dit dans les rapports, que la situation est devenue de plus en plus critique. Donc, nous interpellons quand même les autorités parce que la responsabilité première de sécuriser la population incombe à l'État d'abord, mais aussi à nous les populations, à nous les organisations et aussi aux partenaires. Mais il est important quand même que les mesures idoines soient mises en place pour sécuriser davantage la population. Je sais que l'État fait de son mieux, mais bon, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Alors, je me tourne vers Saloum Traoré d'Amnesty International. Aujourd'hui, face au terrorisme, est-ce que le Mali, comme d'autres pays, peut se doter d'une loi qui donne plus de prérogatives, par exemple aux forces de sécurité pour les arrestations et les détentions, comme c'est le cas par exemple du Patriot Act aux États-Unis et cette loi qui est en gestation en France? Est-ce que le Mali doit se doter d'un tel instrument pour donner plus de prérogatives aux forces armées de sécurité? Bon, il est évident que... Pour légaliser les faits. Il est évident que le Mali doit vraiment essayer d'organiser un peu sa législation, faire en sorte que les citoyens soient protégés, soient encore mieux protégés. Mais quant à durcir les lois jusqu'à permettre qu'un homme puisse torturer un autre, parce que pour des raisons de terrorisme ou autre, ce n'est pas admissible du tout. C'est-à-dire que le terroriste, comme n'importe quelle autre personne qui s'est retrouvée en train de faire du mal, doit subir les conséquences de la loi, mais ne doit pas particulièrement être torturé ou être traité autrement. La loi malienne, le code pénal, etc., est suffisamment doté pour pouvoir punir les gens. D'ailleurs, le Mali a déjà une loi contre le terrorisme. Nous avons même porté à un certain moment quelques critiques par rapport à ça. Les délais de détention, etc., la garde à vue, etc., tout est exagéré, tout est vraiment, c'est un autre monde. Disons plutôt, c'est un autre monde. Et nous pensons qu'il faudrait qu'on pense autrement. Par exemple, moi, je vois que pour lutter contre le terrorisme, étant donné qu'actuellement, nous assistons à une guerre asymétrique, ce n'est pas une armée qui vient lutter contre une armée, c'est 2 ou 3 personnes qui prennent une moto et qui vont faire des actes qu'ils ont mûrement réfléchis et avec des dégâts, des pertes en vie humaine, etc., etc. Et je pense que c'est pour cela que tantôt je disais qu'il faudrait que les forces de sécurité et l'armée en général puissent changer de tactique. Par exemple, il faudrait qu'on puisse faire une sorte de répartition des éléments, des forces de l'ordre, des forces de sécurité dans le pays. On ne peut plus les garder dans un camp, etc., etc. Il faut plus de formation, selon vous? Oui, il faut plus de formation. Et d'ailleurs, moi, je me demande un peu, ce qui se passe avec la formation que les gens ont. Moi, je sais qu'à l'IMP, moi-même, j'ai assisté à beaucoup de formations. L'école à l'école de maintien de la paix. Il y a les formateurs, les observateurs des droits de l'homme qui sont venus, qui forment à longueur de journée notre armée nationale. Vous pensez que toutes ces règles-là sont mises de côté? Mais justement, ces règles sont mises de côté. L'armée ne l'applique pas sur le terrain. Exactement. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous allons reprendre le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot, .org. Alors, vous pouvez retrouver cette émission, la réécouter ou bien l'écouter tout simplement en direct et réagir sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le dernier rapport de Human Rights Watch sur les droits de l'homme au Mali. Corinne Doukfa, directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, est en ligne avec nous pour décrypter donc le contenu de ce rapport. Alors Corinne, il y a également dans ce rapport des faits attribués aux groupes armés, notamment l'utilisation d'enfants soldats, des enfants qui sont parfois âgés d'à peine 12 ans. Que dit le rapport sur ces enfants soldats? Oui, on a parlé, moi-même, j'ai parlé avec une dizaine de personnes qui ont indiqué avoir vu les enfants, certains à peine de l'âge de 12 ans. Ils ont vu les enfants soldats au point de contrôle aux côtés ou bien aux côtés de les combattants plus âgés. Ils ont dit qu'ils les avaient vus à Djebok, Menaka, à Nafis, à plusieurs endroits dans la région de Gao et Kidal. Donc, certains témoins n'étaient pas sur le groupe qui ont utilisé les enfants, mais ils ont cité le MNLA, le MAA, le HCUA et quelques cas dans le Gatia aussi, mais pas armés. Donc ça, c'est vraiment contre la loi. Ils ont dit quelque chose d'intéressant aussi, que chaque fois que le MINUSMA ou le représentant de la communauté internationale ou bien le groupe humanitaire ont arrivé sur un droit, le groupe armé a essayé de cacher les enfants. Ils ont dit, vite, il faut cacher. Donc, ça veut dire qu'ils ont au courant conscients de que c'est contre la loi, mais ils sont toujours là, les enfants soldats. Peut-être que ce n'est pas le nombre qui c'était là pendant 2012, mais ils sont là toujours. La plupart aussi sont le Touareg et les Arabes. Donc, on a dit vraiment, c'est contre la loi. Il faut laisser les enfants soldats. Il ne faut pas les impliquer dans la question des guerres. Alors, je rappelle juste ce bilan aujourd'hui, une attaque kamikaze qui s'est déroulée dans le nord du Mali, notamment à Ansongo, qui a fait 3 civils morts et quelques blessés. Donc, du côté des soldats de la paix, ce bilan donc qui s'ajoute à ce rapport qui a été élaboré entre février et mars de cette année. Merci beaucoup Corinne, restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Drissa Traoré, vous êtes de l'AMDH. Alors, quelle est votre vision sur ces deux cas, le manque de formation de l'armée malienne, sinon de la formation, mais le manque d'application de ces formations sur le terrain et l'utilisation par les groupes armés, notamment le MNLA et le HCUA, d'enfants soldats? Quel est votre avis sur ces deux aspects? Et par rapport à la réforme, disons, par rapport à la situation de l'armée malienne, nous avons toujours dit qu'une réforme est plus que nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la crise a mis à genoux l'armée malienne qui est en train de se remettre petit à petit. Donc, il va falloir observer un temps pour permettre à cette armée de redorer un peu son blason et revenir à un niveau d'antan. Mais aujourd'hui, ce qui s'impose, c'est une réforme. C'est une réforme à tout point de vue. Et certains diront qu'il faut attendre 10 ans, 5 ans. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste à la matière, mais je sais quand même qu'il va falloir observer un temps pour que l'armée malienne revienne à son niveau. Et alors, l'appui de la communauté internationale est plus que nécessaire à ce niveau. Et il va falloir aussi que les autorités maliennes essayent de travailler d'arrache-pied pour quand même assainir l'armée malienne, et notamment au niveau quand même des forces qui sont sur le terrain, afin de les permettre de jouer pleinement leur rôle. Et en ce qui concerne l'enrôlement des enfants soldats, au départ de la crise, nous avons signalé, qui date de juillet 2012, nous avons notamment alerté l'opinion nationale et internationale sur la gravité de l'enrôlement. Parce que c'est des jeunes gens qui sont innocents, qui n'ont pas choisi d'être parfois dans ces groupes armés.
Et c'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait un accent particulier soit mis sur leur situation, c'est-à-dire de ne pas les traiter au même titre d'égalité que les adultes qui sont pris avec armes et bagages à main et qui ont aussi fait des forfaits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les forces onusiennes, avec, moi si je dis force, je veux dire surtout la section droits de l'homme de l'aménagement, avec l'UNICEF aussi, et bien sûr avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pour réserver quand même un traitement spécifique aux enfants qui ont été arrêtés dans le cadre du conflit. Alors, l'enrôlement des enfants soldats, vous le conviendrez avec moi qu'il est interdit par les différents textes internationaux qui consacrent quand même les droits internationaux humanitaires. Et tous les groupes armés qui se rendraient coupables de tels actes doivent être quand même punis selon les lois en vigueur. Alors, Corinne, permettez-nous de revenir sur cette menace de ce groupe que le rapport nomme Force de libération du Massina dans la région de Ségou. Dites-nous quelles sont les informations dont vous disposez sur ce nouveau groupe qui a été créé donc au centre du pays. Oui, c'est pas tellement clair s'ils sont alliés à Mouja ou à Ansardine. C'est ça que les gens disent. Mais le témoin dit que la plupart des effectifs sont de jeunes Peuls. Certains ont été arrêtés avant et après été libérés, selon l'information. Et plusieurs personnes ont dit qu'ils sont le fils des villages de cette zone-là. Donc, c'est pas clair parce que c'est tellement nouveau, le phénomène. Et donc, je pense que c'est pas clair c'est qui c'est vraiment derrière ce village. Certains ont parlé d'un certain imam Hamadoun Koufa. Son nom était cité pendant l'attaque à Kona en janvier 2013. Donc, c'est pas clair s'il est derrière, mais les gens ont dit qu'ils ont dit que peut-être il est derrière ce groupe. Ils ont aussi laissé quelques tracts qui menacent quiconque qui collabore avec le gouvernement malien, avec le MINUSMA, avec le français. De l'exécution sommaire des gens qui sont connus de travailler avec l'armée, c'est quelque chose qui se passe pendant tout le Nord. Le MINUSMA a fait quelques enquêtes sur ça aussi. Et il y en avait une douzaine de personnes, des hommes, qui ont été exécutés dans les 3 régions du Nord. Donc ça, c'est vraiment grave. Ils ont aussi menacé les gens qui travaillent, le maire de ville, le chef du village, les autres, et ça a provoqué la fuite de plusieurs officiaux gouvernementaux et du chef. Je veux aussi dire quelque chose par rapport au comportement de l'armée malienne. Je veux dire aussi que la plupart des personnes, pendant mon recherche en 2012-2013, je peux dire, et j'avais parlé avec beaucoup de gens détenus, et presque chaque personne a dit, détenu, je dis chaque détenu a dit qu'il était frappé, maltraité, presque torturé pour l'armée malienne. Cette fois, j'avais remarqué qu'il y en avait une baisse des incidents de torture. Même s'il y a un cas, c'est trop. Mais je dis qu'il y a, je pense que peut-être alors, la liaison téléphonique, est un petit peu dégradée. Nous allons tout simplement permettre à Corinne de se déplacer peut-être pour que la liaison soit meilleure. En attendant, je passe à Salim. Je pose cette question à Saloum Traoré d'Amnesty International, mais également président donc des organisations de défense des droits de l'homme au Mali. C'est bien ça, si du je ne m'abuse. réseau de défense. Du réseau de défense des droits
droits de l'homme au Mali. Alors, Saloum, cet extrait, donc, je vais le lire de ce rapport. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU précise qu'un État a l'obligation de protéger les individus non seulement contre les violations de droits commises donc par des représentants du gouvernement, mais aussi contre les actes violents commis par les personnes ou contre des actes violents commis par des personnes ou entités privées. En l'occurrence, un gouvernement peut se trouver en situation de violer les droits humains par le fait de ne pas protéger les populations, y compris par l'absence de mesures appropriées pour prévenir, punir, mener des enquêtes ou préparer les torts causés par de tels actes commis par des personnes ou des entités privées. Est-ce que l'État malien aujourd'hui a les moyens d'assurer cette protection demandée par ce rapport? Bon, je pense que l'État malien, en tout cas, doit tout faire pour se donner les moyens de pouvoir protéger la population. Le texte que vous venez de lire, c'est effectivement l'idée même des droits humains. On ne peut pas se permettre de lancer la responsabilité de protéger sur d'autres personnes. Et l'État a toujours été considéré comme l'instance qui doit protéger les personnes. Il y a des groupes armés, il y a des bandits, etc., etc. Mais c'est justement contre ces gens-là que l'État doit protéger les gens. Donc l'État a vraiment une position extrêmement délicate. Il faudrait que l'État... Est-ce qu'on ne lui demande pas trop non, à certains moments? On ne lui demande jamais trop. Parce que tant que l'État reste l'État, les populations ont le droit de demander la protection. Et de toutes les façons, nous, Amnesty International par exemple, et d'ailleurs toutes les organisations de défense des droits humains, nous avons demandé à ce que les populations laissent les armes. Nous avons eu à mener des campagnes ici contre la prolifération des armes légères, etc., etc. Mais cela ne peut se réaliser que si l'État montre qu'il peut assurer son rôle régalien de défendre et de protéger les personnes. Donc, on assiste à quoi maintenant? Dans tous les villages, du nord comme au sud, les gens sont en train de s'armer et de se réarmer. Et sincèrement, c'est très très grave ce qui risque d'arriver si on ne fait pas en sorte que les gens se sentent encore mieux défendus par l'armée. Alors, Drissa Traoré, vous êtes de l'AMDH. Nous allons évoquer cette question avec vous. Est-ce que la lenteur du processus de paix est une des causes donc, de ces violences sur le terrain? Et votre question est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que tout est lié au processus d'Alger. On attend et finalement, on est à un niveau où l'État a paraphé. On attend les paraphes par les groupes armés, notamment la CMA. Et il faut reconnaître qu'avant cette signature, que la vie ne doit pas s'arrêter, que les gens doivent continuer à vivre. Et pour cela, il faut quand même garantir le minimum de sécurité. Et il ne faut pas aussi qu'il y ait une confusion entre le processus politique et la justice. Donc je veux dire par là que les procédures judiciaires déjà engagées doivent suivre leur cours normal parallèlement au processus des négociations politiques. Et parfois c'est facile de dire qu'il faut attendre Alger, parce qu'on est optimiste, mais jusqu'à présent nous ne savons pas à quel jour nous allons avoir cet accord finalisé, bien sûr avec la signature de toutes les parties. Et moi j'avoue que notre position là-dessus elle est claire. La paix ne se fera pas sans la justice. Et la paix ne pourrait se faire qu'avec les individus ou des groupes qui acceptent de dialoguer, de régler tout différent de façon politique. Et surtout dans ce processus de paix, nous l'avons toujours dit et nous allons continuer à le dire, que l'État doit quand même et faire de telle sorte que les victimes de la crise soient mises dans leurs droits, notamment en garantissant leurs droits à un recours, je veux dire, à l'accès à la justice et aussi à une justice saine et équitable. Et bien également à la réparation aussi. C'est là quand même est extrêmement important pour nous parce qu'aujourd'hui, pour aller à une paix durable, il faut quand même apporter une réponse claire à ces besoins de justice qui est quand même là, incontestablement là. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission avec la troisième et dernière partie consacrée donc aux réparations et nous
nous verrons ensemble si ce rapport indique également des faits de vengeance dans le nord du pays, notamment au manque d'instruments judiciaires dans le pays. Une pause et nous nous retrouvons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est à travers nos 20 stations partenaires à travers tout le pays, dans les différentes régions du pays. 20 stations partenaires répertoriées par l'Union des radios et télévisions libres du Mali, donc en partenariat avec la Fondation Hirondelle. Alors, ce débat qui réfléchit sur le dernier rapport de Human Rights Watch sur les droits de l'homme au Mali. Alors, nous allons retrouver Corinne Doukfa, directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Alors, Corinne, nous parlions tout à l'heure du lien qui pouvait y avoir entre le rapport, la lenteur donc du processus de paix et les violences sur le terrain. Est-ce que vous avez eu l'impression que les populations se font justice elles-mêmes? Oui, on avait un cas très inquiétant le jour que moi-même j'ai quitté à Gao, dans lequel deux jeunes arabes subconnus avaient lancé un explosif contre un poste de la police. Si les jeunes étaient impliqués ou pas, c'était pas clair, mais la population a attaqué le jeune. Ils les avaient tués, lichés et après brûlé leur cœur. Donc, moi, j'ai parlé avec plusieurs témoins. Ils ont dit que pendant cet acte, un policier avait sorti pour essayer d'empêcher le jeune de tuer le jeune, mais les gens ont dit mais vous faites rien, il n'y a pas la justice, c'est nous-mêmes qui va le faire. Donc ça c'est une indication que de la frustration et de la sentiment des gens. Aussi j'ai été choquée un peu au nord pour le manque de la lenteur de la justice. Le juge d'instruction, les gens ont dit que le juge d'instruction c'était pas là et qu'il y en avait une soif pour la justice, mais les officiaux de la ministre de la Justice n'étaient pas là. Ou même, ils ont arrivé à Gao, passé 2-3 jours et après, ils ont quitté. Le procureur était là la plupart des années, mais le juge d'instruction n'était pas là. Donc, vraiment, l'État, comme mon collègue avait dit, l'État, le gouvernement a l'obligation de garantir la sécurité et le respect des le droits et la justice. Donc, les gens au nord s'est sentis abandonnés et en même temps, comme vous avez cité, le risque de prendre le loi à eux-mêmes. De se faire justice elles-mêmes. C'est très inquiétant. D'accord. Alors, Corinne, nous allons rester avec vous avec cette lenteur dans le processus de paix. Est-ce que selon vous, il y a un lien entre la lenteur dans ce processus? Certains détenus ici à Bamako ont été libérés au nom de la réconciliation et pour que le processus puisse avancer. Est-ce que vous estimez que s'il y a un lien entre ces deux-là? Oui, peut-être il y a un lien, mais il y a les choses que l'État peut faire. Et on est vraiment concerné on a demandé que le gouvernement devait travailler, par exemple, avec le MINUSMA pour garantir une meilleure sécurité pour les gens. Il y a le chose qu'il peut faire, même si un accord de paix n'était pas encore. Donc, il peut plus faire pour mettre en marche la justice au nord. Donc, en même temps, il peut commencer de mener les enquêtes au sud. C'était pas toutes les atrocités et les actes, les abus des droits humains qui étaient commis au nord. Il y en avait plusieurs qui étaient commis au sud. Donc, il n'y a pas un prétexte pour ne pas travailler.
Merci beaucoup, Corinne. Je rappelle que vous êtes la directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Restez avec nous car ce débat n'est pas terminé. Alors, Saloum Traoré, nous allons voir avec vous toujours concernant ce rapport de Human Rights Watch, dernier rapport donc de cette organisation. Vous êtes d'Amnesty International, mais également président du réseau des organisations de défense des droits humains. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce que la MINUSMA, le dernier rapport de la MINUSMA est apparu? Il y a beaucoup de parties où on cite dans ce rapport de Human Rights Watch, la MINUSMA. Quels sont donc ses moyens d'action sur le terrain, vu que c'est la MINUSMA qui subit le plus de pertes, en plus donc des populations civiles? La MINUSMA, effectivement, a subi trop de pertes. Depuis le début de la crise jusqu'à présent, il y a beaucoup de pertes. Mais je pense que c'est d'ailleurs pourquoi la MINUSMA doit encore redoubler d'efforts pour aider le Mali pour qu'on arrive rapidement à la paix. Et sans paix, il y aura toujours des pertes comme ça. Et comme je le disais, c'est une guerre asymétrique. La MINUSMA, c'est encore comme l'armée malienne. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils ne peuvent pas s'attaquer à des gens, ils ne voient pas tellement l'ennemi. L'ennemi est caché dans les maisons, entre les personnes. Et c'est des motos, c'est des piétons, etc., qui passent et qui font les dégâts. Donc, je pense que la MINUSMA, comme l'armée nationale et toutes les forces en présence, doivent essayer de revoir encore la façon de faire. Et moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense quand même que pour ce qui se passe actuellement, il faut une étude plus approfondie des milieux de conflit et essayer de faire en sorte qu'on puisse faire une répartition des forces, même s'il s'agit d'avoir une cinquantaine de personnes ou bien même une dizaine de personnes dans les villages où on sait que la situation est extrêmement grave. Si je parle un peu de Massina, par exemple, ce qui arrive là-bas, c'est extrêmement grave. Des gens qui viennent se réclamer d'une certaine dynastie, ou etc., qui veulent qu'on ramène, on crée encore une nouvelle dynastie, un royaume islamique au centre même du Mali. Mais écoutez, nous sommes tous des musulmans vraiment. Et qu'on ne continue pas à venir tuer les populations civiles uniquement pour pouvoir, je ne sais pas, trouver une certaine suzeraineté perdue. Et vous savez, hein, ce qui se passe là-bas, c'est pas tellement différent du Boko Haram. Pour vous dire que le Boko Haram, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui ont refusé pendant un certain temps de partir avec les autres. C'est-à-dire que lorsque la colonisation est arrivée, c'est des gens qui ont refusé d'aller à l'école des Blancs, etc., et qui se sont retrouvés qui se sont retrouvés de côté et qui maintenant envient les gens qui sont là et qui pensent qu'il faudrait tuer tout le monde pour prendre le pouvoir. C'est pas comme ça. Et c'est ce qui se passe. Les gens qui sont venus à Massina. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait une enquête approfondie là-dessus, mais comme Corinne le dit, et on a quand même vu que la majorité de ces personnes-là sont des Peuls, et c'est très grave que des gens aillent utiliser leur ethnie, ou bien etc., pour pouvoir vraiment ajouter encore à la crise du Mali. On n'en a que faire. Alors, Drissa Traoré, vous êtes de l'AMDH. Cette crainte donc évoquée par Saloum Traoré d'Amnesty International que ce nouveau front donc islamiste ne fasse en sorte que ces attaques dans le centre du pays, notamment dans la région la zone de Massina, tournent à des conflits ethniques. Est-ce que cela est envisageable? Et cependant, avant d'intervenir à ce niveau, je voudrais quand même tenter de répondre à une question que vous avez posée à Corinne, et notamment les libérations extrajudiciaires.
Parce que depuis, si je ne me trompe pas, octobre 2013, la première vague de libération quand même a commencé. Et elle s'est poursuivie avec celle effectuée notamment en juillet et août 2014. Et là aussi, même tout récemment... la libération de Wassouden. Voilà, et la libération de Wadoucen. Après celle contre Serge Lazarevic. Exactement. En son temps, on l'avait rappelé. Nous n'étions pas contre la libération de Serge Lazarevic, mais nous étions quand même contre l'échange quand même avec quelqu'un quand même qui est considéré comme un individu grave. Et d'ailleurs, selon certaines informations, le monsieur serait en train d'inquiéter la population ou bien voilà, il est considéré comme persona non grata. Et c'est là quand même important de signaler que la libération, sinon ces vagues de libération constituent des sources d'insécurité. Parce que ces mêmes personnes qui sont libérées se retrouvent dans leur zone d'origine et ils sont en mesure de déterrer des armes. Exactement, de déterrer des armes qui sont cachées sous les sables et procéder à des violences. C'est quand même important de signaler que les vagues de libération ont un lien avec la recrudescence de la violence. Je peux le dire effectivement parce que nous avons pensé ainsi. C'est pourquoi il est important de rappeler que l'État doit respecter quand même le principe de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire laisser la justice poursuivre son travail. S'il doit y avoir une libération, qu'elle passe par la voie judiciaire. Parce qu'on a appris que tout récemment aussi, la semaine passée, voilà, certaines personnes auraient été libérées, donc environ 7 personnes. Et les camps 1 se vident progressivement. Au nom de la paix. Au nom de la paix, parce qu'il y a l'article du chute de l'accord de Ouaga qui prévoit des mesures dites de confiance. Et nous l'avons rappelé en son temps qu'il est important de faire la différence entre les prisonniers de guerre et les criminels de guerre, disons, et les personnes qui sont présumées auteurs de violations graves des droits de l'homme. C'est là quand même, cette différence doit être faite à tous les niveaux, en vue de permettre la non-libération de ces personnes-là. Parce que le retour de ces personnes dans leur zone est une source quand même d'insécurité vis-à-vis des victimes et vis-à-vis des citoyens, et surtout nous, les organisations de défense des droits de l'homme qui sont déployées dans toutes ces zones. Donc si l'État quand même arrive à faire cette part des choses en laissant la justice faire son travail, et en poursuivant aussi le processus d'Alger, d'ailleurs, qui prévoit des dispositions qui sont claires en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notamment l'article 45 qui prévoit quand même, qui exclut toute idée d'amnistie en faveur des auteurs présumés des violations des droits de l'homme. C'est là quand même important à signaler. D'accord. Ma question restera donc en suspens car vous n'avez plus de temps pour répondre à cette question. Je donne donc la parole à Corinne Doukfa de Human Rights Watch. Corinne, vous êtes en ligne avec nous. Alors, ce rapport dit clairement qu'il faut venir en aide aux populations civiles. Alors, que dit le rapport justement concernant la situation des populations civiles qui se retrouvent entre deux feux ennemis? Ah non, vraiment, les gens souffrent. Les gens vraiment sont en train de vraiment souffrir. Et comme j'avais dit, se sentent abandonnés par l'État. Et je veux dire une chose aussi au Mali, qu'il y a une soif pour la justice et une soif et un besoin de lutte contre l'impunité. Parce que c'est l'impunité a joué un grand rôle dans la situation de la crise qui a passé en 2012-2013. Donc, je pense que l'État doit faire tout, doit mieux faire pour déployer les agences de sécurité et justice au Nord pour commencer de mettre fin à l'impunité. Parce que les acteurs se sentent à aucune inquiétude d'être enquêtés ou jugés. Et ça, vraiment, c'est en train de faire souffrir beaucoup les gens au Nord, et même au Sud. D'accord. Merci beaucoup, Corinne. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Human Rights Watch régional Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup pour votre disponibilité et nous espérons vous recevoir plus souvent dans nos émissions car le contact est désormais établi. Alors, nous allons passer la parole à Saloum pour un dernier mot avant de conclure cette émission. Bon, mes derniers mots, c'est encore un appel que je lance au gouvernement malien pour encore redoubler d'efforts. Nous savons que le gouvernement est en train de faire beaucoup, mais un signe, c'est peut-être de commencer les procès. C'est déjà un signe. On ne peut pas continuer toujours avec tout ce qu'il y a eu comme violence. On ne voit jamais
le tribunal qui puisse parler de ces cas. Et nous constatons certainement l'impunité qui continue avec des libérations à tout bout de champ. Il faudrait que cela change. Merci beaucoup, Saloum. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est la fin des 45 minutes octroyées donc à cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Salem Diora a été à la technique. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Et Mamadou Ouattara n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Peting Diara qui était à la régie vidéo. Alors, nous allons donc mettre fin à cette émission. Cette émission qui réunissait 3 invités. Corinne Doukfa, directrice régionale Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Nous étions en train de parler donc du dernier rapport de Human Rights Watch, Saloum Traoré, de directeur exécutif également d'Amnesty International, et Drissa Traoré de l'AMDH était avec nous. Nous vous disons à demain, bonsoir et à très vite pour un autre débat, une autre émission donc sur l'actualité. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.